Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu spécial puisqu'aujourd'hui on va aborder ensemble un des épisodes les plus controversés de la Seconde Guerre mondiale, l'opération Catapulte. Catapulte, c'est l'opération britannique se déroulant du 2 au 8 juillet 1940 et ayant pour but la capture ou la neutralisation de la flotte française et dont la phase la plus connue est l'attaque sur les navires au port de Mers-el-Kébir faisant plus de 1200 morts. Alors, comment ces deux nations encore alliées 15 jours auparavant en sont venues à de véritables actes de guerre en si peu de temps? C'est ce qu'on va voir tout de suite, mais attention, je vous l'ai dit, l'épisode il est pas comme les autres. Ici sur Nota Bene, on va explorer le pourquoi, mais si vous voulez le comment, eh bien rendez-vous sur le lien en description, direction la chaîne Capornier, où Loïc Germer, qui a aussi écrit cet épisode, nous parle des détails plus techniques, du déroulement précis de la bataille, de ce qui se passait à bord, etc. De notre côté, on va commencer, comme toujours, par les causes historiques de tout ça. Au déclenchement de la guerre, la France possède l'une des flottes de guerre les plus modernes du monde. La marine française est un atout majeur pour les Alliés, d'autant plus que les Britanniques n'ont aucun navire capable de rivaliser en 1 contre 1 avec les cuirassés allemands et italiens, et n'en auront pas d'ailleurs avant l'automne 1940, soit bien après l'arrivée du fameux cuirassé Bismarck, alors que la marine allemande possède déjà des navires rapides et puissants menaçant le trafic britannique. Les navires britanniques sont nombreux mais obsolètes. En 1939, nos deux nations sont alliées et le Royaume-Uni compte bien s'appuyer en partie sur la flotte française, le temps de rattraper son retard. Sur les mers, la coopération entre marins des deux nations est excellente, notamment en Atlantique, où les navires français et britanniques coopèrent de façon très efficace dans la poursuite des corsaires allemands. Mais en mai 1940, tout va changer. En effet, le 13 mai, les armées allemandes percent le front dans les Ardennes, menaçant tout le dispositif allié. À partir de là, plusieurs événements vont alimenter les doutes et la méfiance entre les deux alliés. Le 16 mai, face à l'avancée allemande et l'effondrement du dispositif, Churchill demande au général Gamelin, chef des armées alliées, « Où sont vos réserves ?» Ce à quoi le généralissime français répond « Nous n'en avons pas ». Pour Churchill, la stupeur est totale. L'armée française, la plus prestigieuse, auréolée de sa victoire de la Première Guerre mondiale, n'avait pas de réserve pour une telle bataille et s'effondrait en quelques jours. La situation de la flotte française, ce puissant instrument qui permettait, sur mer, de faire changer la balance d'un camp ou dans l'autre, est alors dans toutes les têtes, en France comme en Angleterre. Le 24 mai, l'armée britannique présente sur le continent et sous l'autorité de l'armée française bat en retraite sans en avoir reçu l'ordre et sans prévenir ses alliés, laissant l'armée belge seule au nord et empêchant toute chance de stabilisation du front. Cette manœuvre provoque la colère du général Weygand, qui a remplacé Gamelin à la tête des armées alliées. L'état-major français rend les Britanniques responsables de l'échec de la contre-attaque, même si elle avait peu de chances de succès. Puis, le 27 mai, les Britanniques déclenchent la fameuse opération Dynamo, c'est-à-dire l'évacuation de leur armée depuis Dunkerque sans informer les Français et sans se concerter avec eux, en tout cas au début. L'opération privilégie évidemment l'évacuation des soldats britanniques. Même si le tiers des soldats évacués est français, des cas de soldats blessés français refusés à bord des navires anglais ou d'autres repoussés sous la menace d'un fusil scandalisent les armées françaises. D'autant que pour permettre l'évacuation, l'armée française mène une défense particulièrement acharnée et sanglante lors de la bataille de Lille pendant laquelle 40 000 soldats français et coloniaux encerclés se battent jusqu'à la dernière cartouche. Après l'abandon des Belges, cette opération accentue le sentiment anglophobe en France, alors que l'évacuation est jugée indispensable chez les Britanniques. Churchill refuse d'envoyer l'aviation anglaise pour soutenir la France, refus qui fut vécu comme une trahison, même si sacrifier les avions anglais à ce stade n'aurait eu aucun impact sur l'avancée allemande et aurait laissé les îles britanniques sans défense pour la suite. Mais l'accumulation des griefs à l'encontre des Britanniques commence à peser sur les autorités françaises. Les échanges entre Britanniques et Français sont très réguliers, que ce soit entre amiraux ou entre hommes politiques, et si la perspective de la demande d'armistice de la part de la France se fait de plus en plus évidente, dès le 11 juin, l'amiral Darlan, commandant en chef de la marine française, assure à Churchill que la flotte ne sera jamais livrée et que les navires seront sabordés en cas de menace ennemie. C'est tout simplement une question d'honneur. Le 17 juin, alors que la France et le Royaume-Uni s'étaient promis de ne pas signer la paix séparée, Pétain demande l'armistice.
Mais ce jour-là, Darlan envoie un message à tous les navires de la marine pour leur signifier de continuer la guerre à outrance, permettant ainsi à des dizaines de navires de guerre, dont le fameux cuirassé Richelieu, de quitter Brest le 18, évitant ainsi la capture ou le sabordage. Ça serait vraiment trop long d'évoquer tous les échanges de l'époque entre les Alliés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de mi-juin jusqu'au 29 juin 1940, toutes les autorités françaises, de l'attaché naval à Paul Reynaud, le président du Conseil, en passant par Pétain, assurent maintes et maintes fois aux Britanniques que la flotte ne serait pas livrée ou qu'elle se saborderait en cas de menace, et que l'armistice serait même refusé si l'Allemagne demandait la livraison de la flotte. Ce qui va tout changer, c'est l'article 8 de la Convention d'armistice imposée par l'Allemagne à la France. Cet article règle le sort de la marine française et précise que la flotte sera rassemblée et désarmée sous le contrôle de l'Allemagne et de l'Italie. On soulignera les différences de traduction. Le mot « contrôle » en français fut interprété comme une surveillance large, alors qu'en anglais, le verbe « to control » est bien plus contraignant. Cette différence sémantique fut décisive dans la perception de la menace et la dégradation de la situation. Mis au courant des clauses de l'armistice le 21 juin, les Britanniques sont terrifiés par cet article 8. Pour eux, cela ne signifie ni plus ni moins la mainmise de l'Axe sur la flotte française. À partir de là, Français et Britanniques entament un dialogue de sourds pendant plusieurs jours durant, menant à la catastrophe. Les multiples incidents, les mauvaises interprétations accentuent le fossé entre les anciens alliés. De nombreuses unités navales, comme le cuirassé Richelieu, au large de Dakar, ou le croiseur Émile Bertin au Canada, observent des manœuvres suspectes, voire agressives de la part de la Royal Navy dès le 18 juin. Entre les Anglais et les Français, le dialogue se poursuit tant bien que mal sur la situation de la marine française, mais se fait souvent de façon détournée par des attachés, des télégrammes incomplets en langage diplomatique qui ne reflètent pas toujours les pensées réelles et les incompréhensions se creusent définitivement. Les Britanniques veulent absolument que la flotte française rejoigne les ports britanniques, seule condition pour une paix séparée. Pour Londres, les Français manquent à leur parole et ne sont plus dignes de confiance, alors que pour les Français, cette condition correspond à une demande peu précise. De plus, les renseignements de Darlan l'avertissent que Lord Halifax, ministre de Churchill, effectue des démarches pour conclure une paix avec Hitler. Enfin, le 24 juin, Darlan envoie un message à tous les navires français leur ordonnant de partir vers les États-Unis ou de se saborder en cas de menace de capture. Je cite, en aucune circonstance les navires français ne doivent tomber aux mains de l'ennemi. Et ça, c'est suivi d'un autre message invitant à se méfier de possibles attaques anglaises. Dans les faits, Churchill, qui connaît cet ordre, a pris sa décision depuis bien longtemps. Le 22 juin, dans un discours au ministère des Affaires étrangères, il déclare que la priorité est de capturer ou de détruire le Richelieu, déclarant même que la Grande-Bretagne et la France seraient bientôt en guerre. Mais malgré l'opposition parfois virulente de la plupart des amiraux, Churchill impose l'opération Catapulte. Le 2 juillet, lorsque l'ordre définitif est donné par Churchill, la flotte française est dispersée du Canada à l'Indochine. Mais les principales forces sont réparties à Toulon, à Alexandrie, à Dakar et à Mers-el-Kébir, non loin d'Oran, en Algérie, alors colonie française. Les flottes de Toulon et d'Alger étant trop protégées par les défenses côtières, ce sont les flottes d'Alexandrie, Mers-el-Kébir et Dakar qui seront concernées par l'opération, ainsi que les navires stationnant en Angleterre. Les navires français en Angleterre étaient assez nombreux mais ne représentaient pas une grande importance militaire en dehors de plusieurs sous-marins. Le 2 juillet au soir, des officiers britanniques montèrent à bord des navires français par ruse, prétextant venir trinquer avec leurs alliés ou discuter de la situation. Par la menace et dans la nuit, tous les navires sont capturés par l'armée, la plupart du temps sans violence, à quelques exceptions près. Les équipages furent internés comme des prisonniers de guerre pendant quelques semaines. Certains s'engagèrent par la suite avec les forces françaises libres, mais la plupart furent rapatriés. Là encore, le traitement que certains marins français subirent avec vexation, menaces et humiliation contribua à la légende noire de l'opération Catapulte. À Alexandrie, la situation est plus complexe. L'escadre française, appelée Force X, y stationne depuis des mois, menant des opérations conjointes avec la Royal Navy. Composée d'un cuirassé, de 4 croiseurs, un sous-marin et des torpilleurs, elle est à l'ancre dans le port égyptien, au milieu de la flotte britannique, en état de combattre.
Le vice-amiral Godefroy, qui commande la force X, et l'amiral Cunningham, commandant de la flotte britannique, se connaissent bien et sont de bons amis. Cunningham est très francophile et la femme de Godefroy est anglaise. Ces éléments seront décisifs dans la crise qui monte. En effet, dès le 23 juin, l'amirauté britannique interdit aux navires français de quitter les ports britanniques en attendant la clarification de l'armistice. Ainsi, du Canada à l'Égypte, des navires de guerre et des navires marchands sont immobilisés, y compris le célèbre paquebot Normandie à New York, malgré les protestations françaises. Le 29 juin, les ordres de l'opération Catapulte arrivent à Alexandrie. Cunningham doit capturer ou démilitariser les navires français. Scandalisé, l'amiral britannique s'oppose fortement à ces ordres, mais il n'a pas vraiment le choix devant la pression mise par Churchill et l'amirauté. Convoquant l'amiral français le 2 juillet, dans une atmosphère tendue, il lui présente, avec grande précaution, les ordres de Churchill. Godefroy a le choix entre remettre ses navires aux Britanniques, les désarmer ou se saborder. Pendant plusieurs jours de tension, les navires allant jusqu'à pointer leurs canons sur l'autre, les deux amiraux vont temporiser et s'entendre sur un règlement pacifique, désobéissant tous deux aux instructions arrivant de France et de Londres afin d'éviter un carnage généralisé. Ainsi, les navires resteront français et ne seront pas sabordés mais immobilisés en Égypte. Churchill, qui comptait utiliser les navires français, est furieux, mais il n'a pas vraiment le choix. On le voit, il s'en est quand même fallu de peu pour que l'affaire tourne à la bataille générale. Malgré les ordres, malgré la tension, ce fut bien la volonté de deux hommes dotés d'une grande intelligence politique et humaine qui a permis d'aboutir à un compromis relativement satisfaisant pour toutes les parties. Malheureusement, à Mers el-Kébir, l'affaire prend une tournure totalement différente. Mers el-Kébir est une base française construite dans les années 30, située sur la côte algérienne, à côté de la ville d'Oran. Sous le commandement de l'amiral Jean Soult, l'escadre présente est composée de 4 cuirassés, le Dunkerque, le Strasbourg, le Bretagne et le Provence, de 6 contre-torpilleurs et d'un transport d'hydravions. Jean Soult est un vrai marin et un militaire loyal. Il a commandé une escadre franco-britannique lors de la chasse aux cuirassés allemands dans l'Atlantique et il n'est pas suspect d'anglophobie. Peu au fait de la politique, il connaît mal la situation en France et ignore tout de l'appel du général de Gaulle qui n'a pas été diffusé en Algérie. Pour diriger l'opération de Mers el-Kébir, Churchill rappelle James Somerville, un amiral à la retraite, afin d'éviter de nommer un amiral trop francophile et plus au courant des faits. Lui exposant la situation de façon très biaisée, Churchill envoie Somerville pour Mers el-Kébir avec le porte-avions Ark Royal et quelques cuirassés et croiseurs, dont le fameux Hood. Le 3 juillet au matin, un petit destroyer britannique, le Foxhound, se présente devant le port et envoie un message optique. « Nous envoyons le commandant Holland pour discuter, rangez-vous à nos côtés pour éviter tout malentendu futur, la flotte britannique est au large pour vous accueillir. » La menace est à peine voilée. Holland, qui est aussi le commandant du porte-avions Ark Royal, est résolument francophile. Parlant couramment le français et ancien attaché naval à Paris, il est un choix logique pour Somerville qui pense qu'envoyer un ami des Français sera bien reçu et facilitera les négociations. Mais il réalise une première boulette. 10 jours auparavant, c'était un amiral britannique prestigieux qui venait discuter avec Jean Soult sur la situation de la flotte française, qui est l'un des plus grands amiraux de la marine française. Dans des négociations, la tradition et la logique veulent que des discussions soient menées à grade équivalent. Ainsi, la grande différence de grade entre les deux officiers fut prise comme une marque de désinvolture par Jean Soult, qui refusa de le recevoir et envoya le lieutenant de vaisseau Dufay à bord d'une vedette pour écouter ce que l'Anglais avait à dire. Holland tenta tout d'abord de négocier pour monter à bord du Dunkerque, navire amiral de Jean Soult, mais sans succès. Ainsi, Holland transmit un texte donnant les choix suivants à l'amiral Jean Soult. Appareiller pour continuer le combat aux côtés des Britanniques. Appareiller avec un équipage réduit sous contrôle britannique pour gagner un port anglais, c'est-à-dire donner les navires au Royaume-Uni. Conduire les navires aux États-Unis ou aux Antilles sous escorte britannique, ou se saborder. En cas de refus dans les 6 heures, j'ai ordre de vous couler. Le texte est écrit en rouge et il est même pas signé. Le manque de tact et la menace sont interprétés comme une insulte, voire comme un acte de guerre par Jean Soult.
Celui-ci commence par faire transmettre un message à l'amirauté française en métropole, mais ne précise que 2 des possibilités de l'ultimatum. Soit se saborder, soit être attaqué. Puis, il ordonne à tous les navires de la base d'allumer leurs machines et de se préparer au combat. Il faut savoir que tous ces navires sont à vapeur et qu'il faut plusieurs heures pour allumer les feux, comme on dit, et commencer à manœuvrer. À 9 h, Jean Soult transmet sa réponse. Les bâtiments français ne tomberont jamais aux mains des Allemands. Nous répondrons à la force par la force. Pour comprendre toute cette lenteur, il faut savoir que les négociations, elles se déroulent sur une petite vedette à l'entrée du port. Le trajet entre le bureau de l'amiral Jean Soult et l'entrée du port, il prend quand même 40 minutes. Donc chaque message doit être envoyé aux amiraux qui prennent leur temps avant de répondre et de renvoyer la réponse. Et pendant tout ce temps, l'ultimatum continue à courir. À 11 h 30, harcelé par les télégrammes de Churchill qui suivaient les événements depuis Londres, Somerville indique qu'il compte ouvrir le feu à 13 h 30. En métropole, l'amirauté est en plein déménagement, l'amiral Darlan est sur la route, quelque part entre Clermont-Ferrand et Vichy. C'est son chef d'état-major, l'amiral Leluc, qui reçoit le message de Jean Soult un peu avant midi. Leluc, qui est peu sensible aux subtilités politiques pour le dire poliment, prend immédiatement une série de décisions radicales. Il envoie l'ordre non crypté à tous les navires français présents en Méditerranée de foncer sur Mers el-Kébir. Sur la côte algérienne, cependant, les négociations se poursuivent. À 13 h 30, alors que l'amiral français semble sur le point d'accepter une des propositions britanniques et que Somerville décale l'ultimatum à 15 h, des avions britanniques mouillent des mines devant l'entrée du port afin d'empêcher les navires français de partir, ce qui provoque la colère des Français. À 16 h, le commandant Hollande est finalement reçu par Jean Soult, les discussions sont tendues et le Français finit par tendre l'ordre de Darlan du 24 juin, ordonnant aux navires de partir aux États-Unis ou de se saborder en cas de menace de capture. Hollande, qui ne connaissait pas cet ordre, estime que ça pourrait tout changer. Mais Somerville, qui a intercepté l'ordre de Leluc, sait désormais que les renforts arrivent. Et à 17 h 15, il annonce qu'il va ouvrir le feu. Hollande tente désespérément de contacter Somerville afin de transmettre une contre-proposition de Jean Soult. Mais il est trop tard. Somerville, qui a maintes fois repoussé l'échéance malgré l'insistance de Churchill, ne peut plus attendre. Hollande quitte donc le Dunkerque, dépité, et Jean Soult envoie l'ordre à tous les navires d'appareiller. À 17 h 55, la ligne d'horizon s'illumine des premiers coups de canon. Les navires britanniques pilonnent les navires français qui ne peuvent quasiment pas répliquer, l'essentiel des canons étant tourné vers la terre. On assiste plus à une exécution qu'à une bataille. Dès le premier obus anglais, les contre-torpilleurs français qui étaient prêts à partir larguent les amarres et foncent vers la sortie du port. Mais le Mogador, premier de la file, est coupé en 2 par un obus. Les cuirassés Dunkerque et Provence encaissent plusieurs salves dévastatrices et vont s'échouer au fond de la baie afin d'éviter de chavirer. Le Bretagne, lui, n'a pas cette chance. Gravement endommagé par plusieurs obus, il chavire dans le port, entraînant la mort de près de 1000 marins. Le cuirassé Strasbourg, par une superbe manœuvre, parvient à s'échapper avec 5 contre-torpilleurs en tirant plusieurs salves vers le navire amiral britannique. Somerville se lance à la poursuite des navires français pendant plusieurs heures, mais il va finir par abandonner en cours de route. Mais c'est pas pour autant que l'affaire va en rester là. Le 5 juillet, l'amiral Esteva, commandant de la flotte de Bizerte, publie un communiqué de presse très imprudent indiquant que le Dunkerque est indemne. Churchill est furieux et il exige une nouvelle attaque pour achever le cuirassé, qui était l'un des objectifs principaux de l'opération. Une nouvelle attaque sur le Dunkerque par avion torpilleur fait 29 morts le 6 juillet. L'affaire de l'opération Catapulte n'est pas tout à fait terminée puisqu'une dernière attaque fut menée contre le cuirassé Richelieu à Dakar. De l'aveu même de Churchill, le Richelieu est le grand navire qu'il faut capturer. Ainsi, le 7 juillet, un petit bâtiment de guerre se présente devant Dakar pour présenter le même ultimatum qu'à l'amiral Jean Soult 4 jours auparavant. Mais scandalisé par l'attaque de Mers el-Kébir, l'état-major envoie paître les Britanniques sur les ondes radio d'une façon pas très diplomatique. Le lendemain, à l'aube, une attaque d'avions torpilleurs anglais endommage le Richelieu. Mais celui-ci reste opérationnel. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de l'opération Catapulte ?
Du point de vue des objectifs, on peut considérer que c'est un demi-échec. Une partie de la flotte française est neutralisée, qu'elle soit désarmée ou endommagée, mais la plupart des navires principaux sont globalement peu endommagés ou indemnes. La flotte reste puissante et même diminuée, elle est vue comme un atout par Vichy. Surtout, certains navires majeurs rallient Toulon plus proche d'une éventuelle capture ennemie que si elle était restée en Afrique. En France, la colère est totale. L'amiral Darlan souhaite un moment déclarer la guerre aux Britanniques et il n'est pas le seul. Des négociations furent menées avec l'Italie pour une action commune contre Alexandrie afin de libérer la force X. Au bord d'une nouvelle guerre, Pétain refusa finalement cette option. Rappelons que lorsque les Britanniques tirent sur Mers-el-Kébir, la France est toujours officiellement sous le régime de la Troisième République et il n'y a pas encore de régime vichiste collaborant avec Hitler. On entend souvent dire que l'attaque sur Mers-el-Kébir a diminué l'afflux de volontaires pour les forces françaises libres. Ça, c'est à relativiser, mais si en juin 40, la région de Dakar et de nombreuses colonies étaient largement en faveur de la continuation des combats, l'opération Catapulte change la donne. Et l'Afrique occidentale française reste loyale au gouvernement après le choc de l'attaque. Avant Mers-el-Kébir, de nombreux équipages sont en faveur d'une continuation du combat, comme celui du croiseur Lamotte-Piquet en Indochine. Après l'attaque, la plupart changent d'avis. De nombreux témoignages montrent qu'au matin de Mers-el-Kébir, beaucoup de marins, mais aussi des pilotes de chasse de l'armée de l'air, étaient heureux de l'apparition des navires anglais, croyant qu'ils partiraient continuer le combat. Mais la responsabilité de la tournure du drame incombe aussi à certains Français. Ainsi, si les acteurs et les historiens s'accordent à dire que les négociations étaient sur le point d'aboutir, le message non crypté de l'amiral Leluc, annonçant l'envoi des renforts, a mis le feu aux poudres. Leluc savait que l'ordre serait intercepté par les Britanniques. Enfin, l'amiral Jean Soult porte évidemment une grande part dans la tournure des événements. Si beaucoup l'ont critiqué de ne pas avoir appareillé pour les Antilles comme le proposait l'ultimatum, nous avons vu que ce n'était pas une alternative plausible. En effet, devant Dakar, à la fin du mois de juin, le croiseur HMS Dorsetshire avait pour ordre d'empêcher toute tentative du cuirassé Richelieu d'aller aux Antilles, y compris en les prônant. De l'avis général, l'amiral Jean Soult, c'était tout simplement la mauvaise personne au mauvais moment. Il était doté d'un sens politique assez moyen, il a fait passer des questions de protocole avant le reste, ce qui a ralenti dramatiquement les négociations. Alors que la Royal Navy avait une attitude menaçante depuis plusieurs jours, il n'a rien anticipé et s'est laissé surprendre tactiquement. Un autre reproche évident qui fut fait à Jean Soult est la teneur de son message à l'amirauté qui ne donne pas la totalité des alternatives de l'ultimatum anglais. En effet, la réaction de l'amiral Leluc d'envoyer tous les renforts possibles fut dictée par les éléments envoyés par Jean Soult. Du côté anglais, si cette opération fut encensée par les politiciens, elle est l'objet de critiques virulentes du côté de l'amirauté. Cunningham a désobéi à Alexandrie, et Somerville ne cacha pas son dégoût. En repoussant sans cesse l'inévitable, en faisant cesser le feu dès que possible et en mentant à Churchill afin de mettre fin à la poursuite du Strasbourg, Somerville a montré à quel point il répugnait à la tâche. On notera également que lors de l'attaque à la torpille du 6 juillet, 4 torpilles furent retrouvées sabotées au fond du port par des Britanniques rechignant à tirer sur leurs anciens compagnons d'armes. Le commandant Holland demanda même à être relevé de son commandement. Ulcéré par la fronde de ses officiers, Churchill fit mettre Holland à la retraite avant d'être contraint de le rappeler sous la pression populaire. L'amiral North, à Gibraltar, critiqua violemment Churchill et fut, lui aussi, écarté par le Premier ministre quelques semaines plus tard, dès sa première erreur. Même Lord Mountbatten, proche de Churchill, fut tourmenté de nombreuses années par cette affaire. Mais si elle fut approuvée par le cabinet de guerre britannique, l'opération Catapulte est une décision unilatérale de Churchill qui a savamment propagé la peur de la possible capture des navires français par l'Allemagne nazie, un mythe qui perdure encore de nos jours pour justifier l'attaque de l'ancien allié. En attaquant la flotte française, Churchill tente un double coup politique. Couper l'herbe sous le pied des partisans de la paix au Royaume-Uni et convaincre Roosevelt que son pays continuerait la guerre, coûte que coûte. Et de ce point de vue, c'est un succès, car quelques mois plus tard, le président américain commence à livrer du matériel aux Britanniques. Si beaucoup ont critiqué Jean Soult et l'attitude de la marine française, on peut aussi mettre cette décision en perspective.
À l'été 40, quand Roosevelt proposa à Churchill d'accueillir la Royal Navy aux États-Unis en cas d'invasion allemande, le Premier ministre anglais a eu exactement les mêmes mots que les Français. Nos navires se saboteront plutôt que de tomber aux mains ennemies. Et en novembre 1942, lorsque les Allemands tentèrent de s'emparer de la flotte de Toulon, les marins français sabordèrent leurs navires, prouvant que les risques de capture en juillet 40 étaient inexistants. Quant à De Gaulle, il justifia l'opération en déclarant dans 2 allocutions que le gouvernement de Bordeaux était sur le point de livrer la flotte, ce qui est faux, hein, et ça, il l'a reconnu dans ses mémoires. L'intérêt de Gaulle, à peine connu et peu considéré, était de se légitimer auprès de Londres et de Washington, mais également de discréditer le gouvernement français. À la question « Le drame était-il évitable ?», il n'y a pas de véritable réponse. Les amiraux britanniques ont déclaré que ce n'était pas une nécessité stratégique. Churchill a estimé que c'était une nécessité politique. De nombreux historiens britanniques, comme R.T. Thomas et Richard Lamb, écrivirent que ce fut la plus grande erreur de la guerre de Churchill, portant un grave coup à la cause alliée. Vous le voyez, l'affaire de Mers Al-Kébir, c'est une affaire qui est complexe. Bien loin des clichés et des contre-vérités que de nombreuses personnes ont véhiculées après le conflit de chaque côté de la Manche, et qui alimente encore de nos jours les forums de tonnes de commentaires. Alors un grand merci à Loïc Germer pour avoir exploré le contexte de l'opération Catapulte avec nous. N'oubliez pas, vous pouvez immédiatement retrouver la suite de cette vidéo sur la chaîne Capornier pour encore plus de détails liés à la navigation et aux navires militaires de l'époque. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve très bientôt pour décrypter le passé, même si c'est parfois complexe, voire polémique, et c'est comme ça qu'on avance. Alors à vos commentaires, à vos pouces bleus, et à la prochaine.